Et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, une série de petites vidéos pour décrire, interpréter correctement, savoir ce qu'on va devoir dire à cet examen de biologie moléculaire pour le premier chapitre, donc pour l'introduction. On va parler de l'expérience de Griffith, Biddle et Tatum, etc., etc. On va tout décrire pour faire des réponses complètes, pour un petit peu se cultiver aussi parce que c'est important et avoir toutes les armes pour combattre les petites questions que nos profs nous mettront. Donc on va se faire peut-être trois expériences. Je veux pas que ça dure non plus 10-15 minutes parce que pour la description c'est un peu chiant. Mais globalement on va dire ce qu'il faut pour Garrod, pour Griffith. Peut-être pour le groupe Phage, peut-être pour les expériences de Avery, MacLeod, etc. Donc voilà, il y aura peut-être trois quatre parties, mais ça vaut le coup. Donc, on est en 1909, on retient la date, maladie génétique égale, enfin, et de lien avec défaut enzymatique, et on est sur les observations de Garrod, ok, donc sur l'alcaptonurie, ok. Je vous laisse chercher pour tout ce qui est culture G pour l'alcaptonurie, il y a des trucs à savoir, ok, sur quand est-ce que cette maladie est dépistée, quand est-ce qu'on fait certains tests, etc. Bref, voilà. Donc on est sur la voie de dégradation de la phénylalanine et de la tyrosine, ok. Donc deux acides aminés cycliques, ok. La tyrosine avec un groupement OH en bas du cycle et la phénylalanine tout simplement avec un cycle aromatique. Donc dessiner et savoir ces acides aminés, c'est important. Si vous demande de décrire l'expérience, enfin du moins l'observation de Garrod, savoir que c'est phénylalanine tyrosine, s'il demande représenter les acides aminés, ça devrait être important. Donc, on voit ici plein de petites enzymes, phénylalanine, hydroxylase, etc. Ça, on s'en fout, on va direct aller droit au but. Euh, donc, on arrive à l'homogentisate, ok. Et on voit qu'ici, donc, enzyme défectueuse, on parle de génotype, homogentisate dans les urines, et ça donne une urine noire. Normalement, l'homogentisate est censé être, comment dire, cassé, enfin, son cycle est censé être cassé par l'homogentisate oxydase, ok. Chose qui ne sera pas fait. L'homogentisate arrive normal dans l'urine et évidemment vous avez, alors attention, vous avez un cycle ici, donc vous allez avoir une absorbance, vous allez avoir une couleur, ce qui va provoquer cette urine noire, ce phénotype. Phénotype c'est un caractère qui est visible, on l'a vu en la génétique l'an dernier. Et donc ça va ici renforcer l'hypothèse de la nature protéique de l'information génétique. Ok. Là, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Ok. On voit qu'il y a une enzyme qui est défectueuse qui ne pourra pas oxyder l'homogentisate. Ok. Je vous renvoie vers la petite vidéo que j'ai faite hier, hein. On parle d'une oxydase. Ok. Ça ne pourra pas oxyder l'homogentisate. Donc, il y aura une urine noire. Pour le petit texte qui est ici, hop, je vais pas me faire chier. On va prendre une petite traduction. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit Garrod? Donc il nous dit nous pouvons également concevoir que la scission du cycle benzénique de l'acide homogentisique dans les conditions normales d'utilisation de l'eau est un facteur de risque pour la santé. Euh, ouais, bon, il dit pas exactement ça en fait, je me rends compte. Mais ce qu'il faut retenir sur tout ça en fait, que dans le métabolisme normal, c'est l'œuvre d'une enzyme spéciale et que dans le cas d'un captate congénital, cette enzyme qui est recherchée. Elle n'est pas recherchée, elle est manquante, bref, ça dit que de la merde. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette séparation du cycle du benzène dans l'acide homogentique, ça est normalement c'est fait par une enzyme spéciale, spécifique, et que là, dans le cas de l'alcaptonurie, cette enzyme n'est pas fonctionnelle, elle est manquante, ce qui provoque donc cette urine noire. Petit saut dans le temps, on arrive en 1926 et Griffith nous drop une masterclass avec son transfert de matériel génétique. C'est, enfin, franchement, l'expérience est juste folle. Enfin, du moins, la conclusion est exceptionnelle. Et il faut dire quelque chose, c'est qu'on est en 1926 et que cette expérience-là, c'est un gros classique. Je vous préviens, sur les trois livres que j'ai regardé un petit peu en biologie moléculaire, littéralement, cette expérience est mentionnée systématiquement en gras partout. Donc, si Griffith doit sortir, ça sortira. Et l'interprétation, il faudra la savoir comme il faut. Donc, Griffith, c'est très simple.
il va se servir de Streptococcus pneumoniae, donc souche S et R, qui sont des bactéries qui provoquent. Enfin, la souche S est une bactérie qui provoque une pneumonie. J'ai surligné tout ce qui est important de savoir. Ok. Ici, du coup, première expérience, Griffith prend les souches S qui sont létales, il les injecte, les souris meurent. Jusque-là, pas de surprise. Expérience B, il va prendre des souches R qui sont non létales, il injecte, les souris ne meurent pas. Dans les deux cas, premier cas, il récolte des souches S, logique, elles se sont multipliées et elles ont été récoltées sur boîte de pétri. Deuxième cas, souche R, même initiative, ensemencement et récolté sur boîte de pétri. Elles se sont multipliées. Ici, on a ensuite les mêmes bactéries souches S létales, mais inactivées par la chaleur. Donc on se souvient, on va faire un lien, c'est pareil avec structure de l'ADN, fonctionnement des enzymes, etc., etc. La vidéo de l'enzymologie, hier c'est pareil, je l'ai mentionné. La température, ça a un impact sur tout. Ok, donc en l'occurrence Griffith a inactivé l'activité des bactéries par la chaleur. Il injecte ces souches S inactivées, les souris ne meurent pas, aucune colonie n'est isolée, c'est QFD, les souches S sont bien mortes. Là, il n'a rien prouvé. Là où il va avoir cette petite idée, c'est qu'il va injecter de la souche R, qui est non létale, avec une souche S, qui est létale, mais qui sera inactivée. Et là, grosse surprise, les souris contractent une pneumonie, et elles meurent. Donc ces colonies qui vont ensemencer par la suite grâce au tissu des souris mortes, et ben il va récolter des souches R et S. Donc il a juste plié le game parce qu'il vient de prouver tout simplement qu'il y avait eu un transfert de matériel entre ces bactéries. Alors à l'époque c'est un peu plus flou, mais nous c'est ce qu'on peut déjà en conclure avec les petits cerveaux qu'on a de nos jours. Et que du coup on trouve des souches R et des souches S. Donc là, conclusion. La souche bactérienne non virulente de type R, elle a été transformée en souche virulente de type S. Alors pas entièrement parce qu'on a retrouvé des types R, mais il y aura une grosse partie de type S assez pour qu'elle se multiplie et qu'elle tue cette souris. Deuxième point, la transformation du coup est due à un transfert de composants de la souche S qui aura été tué par la chaleur. On nomme donc cette transformation, ce principe transformant. Ce principe transformant qui résiste à la chaleur et qui fait partie du matériel génétique des bactéries. Et là, Griffith, en l'espace de 2 ans, à retenir, hein, on est en 1928, pardon, on est en 1928, l'expérience aura mis 2 ans, tout de même. Okay. On comprend donc qu'il y a une transmission possible et que cette transmission fait partie du matériel génétique. Cette transmission qui est nommée principe transformant. Donc, dans la prochaine petite vidéo, on va traiter Biddle et Tatum et sûrement le groupe phage américain. Voilà. Donc, pareil, si vous avez des questions, faites ce que vous voulez. Bonne révision et paix et prospérité.